Nous allons décortiquer notre société. Nous avons parlé la dernière fois des erreurs que nous avions toujours commises, notre façon de nous conduire, notre façon de faire, notre vision du monde. Ce qui fait que le Congo est condamné à échouer. Ah, si je dis cela, ça ne doit pas plaire aux Congolais, mais si nous ne changeons pas notre façon de faire, notre façon de voir, notre vision du monde, nous n'avons aucune chance. Nous sommes dans un monde qui est impitoyable. Ça, il faut que nous le sachions. Tous les beaux discours des politiciens ne mèneront à rien. Ce n'est pas le premier discours que nous entendons. J'avais dit l'autre fois là, tous les discours que nous avons entendus que dans les années passées. Dernièrement, on nous a même parlé des 5 chantiers. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Maintenant, on nous parle de l'union sacrée de tous les Congolais qui doivent se mettre ensemble pour le bien-être du Congo, mais ça ne risque de n'être que des belles paroles. Si nous ne changeons pas, alors changer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vision que le Congolais a du monde, et cette vision, nous allons décortiquer ensemble, nous allons comprendre que tous les pays du monde que nous apprécions, que nous trouvons extraordinaires, il n'y a que des humains comme nous. Nous avons dit dernièrement que la première erreur que nous commettons, nous les Congolais, c'est de ne pas croire en nous, en notre capacité, en notre force, parce que nous sommes réellement très forts. Nous avons donné l'exemple des peuples autochtones, les pygmées, qui se croient inférieurs parce qu'on leur a mis ça dans la tête. Nous, on nous a mis certaines choses dans la tête que nous devons absolument changer. Tous les pays, je disais, sont développés par le travail. Nous devons développer l'amour du travail. On dira oui, l'amour du travail, mais le travail comment? Qu'est-ce que nous entendons par le travail? Le Congo, notre pays, est très grand. Je ne sais pas certains d'entre vous ont eu l'occasion de parcourir ces pays. En calculant un peu, en prenant des dimensions de certains pays européens, imaginez-vous que pour avoir la superficie de la République démocratique du Congo, 2 345 000 km² environ, il faut prendre toute l'Europe occidentale. C'est-à-dire, vous prenez l'Espagne, le Portugal, les Royaumes-Unis, la France, la Belgique, la Suisse, l'Autriche et l'Italie, et vous avez la superficie de la République démocratique du Congo. Vous imaginez que c'est très vaste, que le travail qui nous attend est vraiment colossal. Et ce travail colossal va commencer d'abord par changer la mentalité des Congolais. Quand on parle de mentalité, c'est assez vaste. Mais nous allons nous limiter aujourd'hui seulement par le travail. Si le Congo était fort, parce que j'ai dit dernièrement aussi que à l'époque coloniale, les Belges, malgré tout ce qu'on peut dire des Belges, les Belges ont laissé un pays qui avait un bel avenir. Pourquoi? Parce qu'on produisait. Parce que le Congo était présent dans les marchés mondiaux. Tous les produits qu'on pouvait produire, produire ici, à part le minerai, les minéraux qui sont là exploités comme nous le savons, tous les produits agricoles, les cafés, les VA, les cacao, l'huile de palme, et autant d'autres on peut citer. Aujourd'hui, allez dans le Congo profond, surtout les provinces qui se trouvent à l'ouest du Congo. Mais il n'y a plus rien. Dans les marchés mondiaux, nous sommes absents. Un pays comme le Congo qui a la capacité de produire beaucoup. Parce que si nous voulons avoir de l'argent, si nous voulons réussir tout ce que nous pouvons voir comme projet, il faut de l'argent. Il ne faut pas compter sur l'aide extérieure, non. Il faut compter sur nous-mêmes. Qu'est-ce que nous sommes capables de mobiliser? Les mines, je ne sais pas, je ne toucherai pas ça aujourd'hui. Parce que nous pouvons faire beaucoup d'argent en République démocratique du Congo. Imaginez par exemple, les marchés mondiaux, nous avons besoin du coton. Il y a 7 milliards d'habitants qui doivent s'habiller dans ces mondes. Et dans les marchés mondiaux, les cotons, la République démocratique du Congo est absent. Nous n'en fabriquons pas, nous ne vendons pas. Nous ne cultivons pas, je voulais dire. Les VA, il y a beaucoup de plantations à l'intérieur abandonnées. Abandonner des arbres et des arbres qui ont poussé après. L'huile de palme aujourd'hui, n'en parlons même pas.
Toute la production qu'on faisait au Congo aujourd'hui, on ne fait plus rien du tout. Même des produits qui peuvent nous rapporter beaucoup d'argent, même les soja, je peux dire. Il y a des pays qui ne se développent que par l'agriculture, non par les tourismes. Nous avons beaucoup de sites touristiques que nous pouvons aménager. Nous pouvons faire beaucoup d'argent en République démocratique du Congo. Mais tout ça, nous ne faisons absolument rien. Pourquoi? Parce que nous ne croyons pas. Parce que nous n'avons pas conscience que pour avoir de l'argent, c'est nous-mêmes qui devons travailler. Nous comptons que les autres nous donnent. Non, les autres non. J'ai même dit dernièrement ici, nous pouvons faire les tours, aller chercher des investisseurs, comme on nous le dit. Les investisseurs, certains peuvent venir dans le domaine des mines, oui, puisque là, on peut avoir de l'argent assez rapidement. Mais les grandes industries, les bonnes industries, ne viendront pas. Ça, c'est l'effort des Congolais qui doivent le faire. C'est-à-dire organiser notre pays. Aujourd'hui, toutes les entreprises là qui sont fermées, vous pouvez aller dans les grands bas Congo, je peux dire. Les bas Congo qui restent les mêmes, qui n'ont pas été découpés. Les grands Bandundu, l'Équateur, la province orientale, les Kasaï, vous allez voir partout là des grands sites industriels abandonnés. Aujourd'hui, l'État peut prendre les choses en main. Pas recréer toutes ces entreprises, non, ça serait très difficile. Mais à l'intérieur, il y a beaucoup d'agriculteurs qui veulent bien travailler, qui veulent bien, mais qui n'ont aucune assistance de l'État. Et les routes sont complètement abandonnées. Si nous prenons comme option de voir comment rentrer dans le monde, économique, qu'on parle de la République démocratique du Congo. Il y a des pays africains qui ne vivent que de quelques cultures. Mais nous, pourquoi nous avons tout abandonné? Pourquoi nous ne faisons plus rien? Et nous voulons avoir de l'argent, nous voulons que notre situation sociale s'améliore. Elle va s'améliorer comment? Par un coup de baguette magique? Nous ne croyons pas aux baguettes magiques. Tous les pays du monde, nous devons comprendre et mettre dans nos têtes. C'est la deuxième erreur que nous commettons, nous les Congolais, que nous ne pouvons avoir de l'argent que par le travail. Et nous avons la possibilité de faire beaucoup d'argent. L'État peut organiser les choses. Comment l'État peut organiser les choses? Nous avons notre petite idée, mais il faut plutôt qu'on fasse, que ce soit une préoccupation de l'État. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mais aussi longtemps que la situation sociale du Congolais ne sera pas améliorée, tous les beaux discours des politiciens, ça ne passera pas. Il y a certains qui attendent au tournant pour ricaner, pour dire, ben voilà, on a parlé de ceci, cela, où nous en sommes. Parce que c'est vrai, nous allons arriver à ça. Les Congolais est condamné, tel que nous comportons aujourd'hui, nous sommes condamnés à être dans la pauvreté. Nous sommes condamnés à être un pays pauvre. Ne nous leurrons pas. On ne peut avoir de l'argent que par le travail. Alors, toutes les possibilités que nous avons là, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nos enfants, nos arrière petits-fils et les autres qui vont venir, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Il y a des pays qui importent même de la terre arable pour cultiver, mais nous en avons des millions d'hectares. L'État peut organiser les choses, je voulais dire. Nous avons beaucoup d'agronomes ici, mettre de moyens. Nous sommes dans un pays où, je ne sais pas, quand on parle de moyens, c'est seulement la volonté. Les gens n'y croient pas. Dans un pays où tout ce qui est détourné en termes de millions nous donne des vertiges. Imaginez un peu, plus de 200 et quelques millions détournés pour les projets Bukangalongs aujourd'hui qu'on n'en parle plus. Avec ces 200 et quelques millions, je ne sais pas exactement combien, on développerait combien de projets agricoles dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. On pourrait commencer quelque part, arranger les routes des dessertes agricoles, permettre à ce que l'État va donner des moyens aux gens qui peuvent travailler partout à l'intérieur, mettre des agronomes pour une assistance technique, pour que les gens fassent du bon travail. Et l'État doit se porter garant pour que ces paysans, ce qu'ils vont produire, ils pourront acheter et mettre à la disposition du marché. Acheter pour permettre aux gens d'être sûrs. Ainsi, à l'intérieur, il y aura l'argent. Ça évitera
fait que nous assistons aujourd'hui à Kinshasa. Plus de 15 millions d'habitants qui doivent manger tous les jours et pourtant il n'y a pas d'activité. Il n'y a rien du tout. C'est-à-dire les gens doivent se dire que si nous voulons aujourd'hui que le Congo change, il faut une organisation sérieuse. Il ne faut pas compter sur les autres. Depuis combien de temps on nous parle de l'aide au développement? Depuis combien d'années? Ça fait 60 ans qu'on nous parle de l'argent que la coopération telle nous donne. Et cet argent a servi à quoi? Et sert à quoi? Sommes-nous un pays condamné à être sous-développé pour que tout le temps on demande de l'argent? Non. Nous pouvons faire beaucoup d'argent en République démocratique du Congo. Ça, nous le savons. Les gens en parlent depuis un certain temps. Mais il faut un programme. Il faut du sérieux. Les gens qui doivent travailler doivent être conscientisés. Il faut qu'à l'intérieur du pays, partout, qu'on puisse mettre les gens dans leur tête. Nous, on appelle ça même au niveau de notre association pour les réveils et le développement du Congo, le formatage du peuple congolais. Le peuple congolais a besoin d'être formaté. Qu'on lui mette un nouveau logiciel. Le logiciel qu'il a en tête aujourd'hui, le Congolais, il est condamné au sous-développement et à la pauvreté. Le président de la République peut beau dire tout ce qu'il dit. On peut nous balancer encore plusieurs discours politiques comme on veut, aussi longtemps que nous n'organisons pas notre production, aussi longtemps que nous n'organisons pas la petite industrie, l'industrie. Parce que non seulement nous pouvons produire sur place, nous pouvons commencer à transformer certains produits. Parce qu'il y a des pays, parce que si nous arrivons à transformer, nous allons y mettre de la valeur ajoutée, nous gagnerons beaucoup d'argent. Il y a des minéraux que nous exploitons, que nous vendons à l'État, il y a certains que nous pouvons transformer. Si je pars dans des détails, ce sera un peu difficile, mais il y a des minéraux que nous pouvons transformer, il y a des produits agricoles que nous pouvons transformer sur place. Nous avons même les fonds de promotion de l'industrie, les FPI, qui a comme vocation de promouvoir l'industrie. Le FPI, si nous regardons la gestion du FPI, c'est plutôt des gens qui y vont pour prendre de l'argent du FPI et consommer et ne pas rembourser. Évidemment, je ne veux pas entrer dans les détails politiciens. Nous ne sommes pas ennemis, nous ne parlons pas de la politique. Mais nous connaissons tous comment ça se passe dans ces pays. Nous ne croyons même pas à l'industrialisation de notre pays. Nous ne croyons même pas à la production. Les logiciels que nous avons en tête là, est-ce que nous pensons que qui développera notre Congo? Parce qu'aujourd'hui, si nous parlons des pères de l'indépendance, les pères de l'indépendance qui avaient la vision du Congo, un pays plus beau qu'avant par le travail, par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Ils y croyaient, peut-être, mais qu'avons-nous fait? Et 60 ans plus tard, dans 60 ans, ceux qui seront là à cette époque-là, parce que dans 60 ans, notre génération, évidemment, ne sera plus là. Mais ceux qui seront là, quel héritage ils vont avoir? Un pays condamné à avoir des problèmes partout, parce que les logiciels que nous avons en tête doivent être formatés. Nous devons savoir cela. Ça, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure au début, la deuxième erreur que nous commettons. Nous allons citer encore d'autres. Cette émission, c'est en quelque sorte les diagnostics de notre société. Pourquoi? J'ai dit au départ qu'aucun peuple n'est condamné à être pauvre, aucun peuple n'est supérieur à un autre. Ne croyez pas que le fait d'être noir, d'être congolais, fait de vous des humains inférieurs. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Si vous mettez du sérieux, qu'est-ce qui vous empêche de mettre du sérieux? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui d'avoir la volonté politique de se dire, ben voilà, on commence. On commence, dans 6 mois, on aura déjà des résultats. Dans une année, on aura les résultats. Dans 5 ans, le Congo aura une autre image. Nous aurons une autre image, un pays qui va attirer. Maintenant, les investisseurs, au lieu que nous allons vers eux, si on remarque que nous devenons sérieux et que nous travaillons, nous sommes en train de construire des industries, nous sommes en train de produire, nous commençons à créer des richesses, mais le Congo, les investisseurs, ils viendront d'eux-mêmes. Nous n'irons pas les chercher et nous allons créer une classe de Congolais, des hommes d'affaires congolais, de véritables hommes d'affaires, nous allons les créer. Et vous allez voir qu'à l'intérieur, aujourd'hui,
Le Congo est très grand, je disais tout à l'heure là. Vous prenez toute l'Europe occidentale. Hein. Les Congolais qui vivent à Dekese, celui qui est à Kisangani, à Buta, à Gbadolite, celui qui est à Goma, celui qui est à Lusambo, à Kamina, partout. Et ceux qui sont à Kinshasa sont tous des Congolais. Ils ont tous droit à la vie. Mais si vous allez à l'intérieur dans certains coins, c'est malheureux. C'est malheureux. Dans certains coins de notre pays, les gens manquent de tout. Et il n'y a même plus de routes. Alors qu'avec un projet, nous commençons. Commençons. C'est-à-dire, nous voyons quelles sont les routes prioritaires que nous pouvons déjà arranger pour que l'État mette les moyens, parce que l'État doit mettre la main à la poche pour acheter, garantir les paysans que votre production sera achetée. Et l'État va mettre des organismes. Évidemment, tout cela doit être étudié. Doit être étudié, la faisabilité, pour qu'on puisse vendre. Dernièrement, nous avons, enfin, il y a même un problème là, je voulais dire, beaucoup de possibilités qui nous passent au-dessus. Il y a beaucoup d'argent à gagner dans les marchés de certains produits que nous pouvons faire ici. Les soja, par exemple. J'ai été, il y a quelques années, à Bouamanda, dans la province de l'Équateur, où on cultivait les sojas en grande quantité. Bon, les sojas, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Les caoutchoucs, il n'y a plus rien. Et lorsque vous allez à Matadi, vous assistez à un spectacle affligeant. Vous voyez les bateaux de haute mer. Évidemment, je suis allé à Matadi il y a environ 4 ans, mais je ne pense pas que la situation a changé depuis. Vous verrez les bateaux de haute mer lorsque les bateaux entrent avec plein de produits alimentaires. Pour nous nourrir, nous importons presque 70 à 80% de la nourriture que nous consommons. Un pays à vocation agricole comme le Congo, c'est une honte. Une honte. Nos enfants et nos petits-enfants vont se dire que nos grands-parents et nos parents étaient des véritables idiots, ils ont raison. Nous importons presque 80% de la nourriture que nous consommons. Et lorsque les bateaux déchargent tout ce qu'ils apportent, les véhicules, la nourriture, les produits de consommation, tout ça, et les bateaux quittent Matadi pour sortir vers la haute mer, il faut voir, il n'y a rien dedans. Les Congos ne vendent presque rien. C'est-à-dire, il y a des entrées et des sorties, il n'y en a pas. Lorsque l'ONATRA, qui était un grand transporteur, lorsqu'on avait des grands bateaux qui allaient à l'intérieur, qui allaient vers Kisangani, qui allaient à Mbandaka, qui allaient même jusqu'à Zongo à l'Équateur par Lubangui, qui allaient à Port-Franqui aujourd'hui, les Beaux. Partout les bateaux passaient, on embarquait des produits. Et ces produits étaient vendus à l'étranger. Évidemment, parce qu'à l'époque, les Belges avaient laissé encore des structures qui fonctionnaient. Et toutes ces structures aujourd'hui ne fonctionnent plus. Et nous nous plaignons, mais nous allons toujours nous plaindre. Parce qu'il n'y aura toujours rien. Si nous ne produisons pas, il n'y aura rien. Le Congo, lorsque nous étions petits, lorsqu'on se rendait, ceux qui sont à Kinshasa connaissent, hein, lorsqu'on se rendait au quartier industriel à Limité, de la première à la 15e rue, il n'y avait que des industries, il y avait quelques habitations, oui. Mais aujourd'hui, allez-y, il n'y a rien. Et imagine un peu, à Kinshasa en 1980, il y avait 1 500 000 habitants. Aujourd'hui, en l'an 2021, nous sommes environ 15 millions. On ne sait pas exactement, puisque le dernier recensement a été fait vers les années 92, 93, je ne sais, 82, 83, je ne sais pas exactement. 15 millions d'estomacs qui doivent manger tous les jours. Ces gens vont avoir de la nourriture comment si nous ne produisons pas. Si nous n'avons pas d'argent. C'est-à-dire, pour me résumer, l'État met en confiance les agriculteurs qui peuvent travailler. Il leur donne les moyens, les intrants. Quand on parle des moyens, on ne parle pas nécessairement de beaucoup d'argent, non. Les gens veulent travailler, il y a des gens qui ont la volonté de travailler un peu partout, mais ils n'ont pas de moyens puisqu'ils ne sont pas assistés, il n'y a pas de route, ils ne sont pas sûrs de vendre leurs produits. On peut vendre un agriculteur aujourd'hui qui est prêt à produire les cacao, il va les vendre où c'est, qui va acheter à quel prix.
l'État arrange un peu tout ça. Nous commençons à acheter, l'État met en place des structures. Hein. Je parle en l'air comme ça, oui, mais il faut une organisation, il faut qu'on sache comment faire cela, déterminer ce qui est prioritaire, commencer à gagner de l'argent. Parce que nous sommes là, oui, nous voyons les minéraux, mais les minéraux, ça ne peut pas développer. Nous sommes combien d'habitants? Les gens doivent manger tous les jours et vivre, être en mesure de mettre les enfants à l'école et de se soigner quand ils sont malades. Tout ça ne peut être possible que si nous travaillons. Alors, les grands problèmes, les deuxièmes erreurs que nous commettons, nous les Congolais, nous avons perdu confiance. Nous avons perdu la volonté de travailler. Nous n'en avons même pas. Nous sommes habitués à avoir de l'argent. Nous voulons avoir de l'argent, mais nous ne voulons pas travailler. Nous ne voulons pas organiser les choses. Toutes les entreprises alimentaires à la 15e rue, je disais, alimentaires industrielles, je disais, les métiers industriels n'existent plus que de nom. Et si vous allez derrière là, vous allez avoir, il y avait des rails de l'ONACRA qui rentraient dans toutes les entreprises qui étaient là pour déposer les produits qu'on importait. Aujourd'hui, tous les rails ont été démontés. On a construit là où il y avait des rails. Et même l'ONACRA ne fonctionne plus. Il n'y a plus de trains pour faire. Et quand nous étions gosses à l'école primaire, on nous parlait du chemin de fer Kinshasa et Lebo. Et il dit les bons pouvaient aller à Kisangani, à Lubumbashi. Ces chemins de fer, Kinshasa et Lebo, n'a jamais été construit. Aujourd'hui, on ne peut même plus parler de ça, puisque les chemins de fer au Congo, ça n'existe pratiquement plus. Alors, sans infrastructure, sans production, nous sommes condamnés à vivre dans la pauvreté. Ne nous leurrons pas. Tous les discours politiques ne serviront à rien. Rien. Et nous allons laisser donner un cadeau empoisonné à nos enfants qui n'ont pas demandé à naître. Hein. Quel est cet enfant? Les enfants qui auront 20 ans dans 60 ans. J'ai parlé des 60 ans, c'est-à-dire en 2071. Ces enfants qui ne sont pas encore nés, quel pays ils auront? Puisque nous avons parlé de 60 ans de l'indépendance, 60 ans aujourd'hui, que les Congolais doivent maintenant prendre conscience. Qu'est-ce qu'ils auront? Parce qu'avec l'allure où vont les choses, si nous continuons à être pauvres, nous avons autour de nous des gens qui nous observent, qui regardent bien que ces pays, malgré ces richesses, les gens continuent à dormir. Ces gens qui nous observent, ces gens sont prêts à nous exploiter. Parce que je répète encore ce que j'ai dit l'autre fois là, que j'ai dit toujours, que nous sommes dans un monde impitoyable. Si vous n'êtes pas intelligent, vous commettez des erreurs, les gens qui profitent de vos erreurs vont tout faire pour que vous continuiez à commettre les erreurs. Les politiciens congolais, on aimerait ce qu'ils continuent à se disputer tout le temps. Ils se disputent tout le temps, ils se battent pour des postes, ils sont là en train de tournoyer entre-temps. Les années passent. Hein. Moi, si j'ai fait une petite comptabilité, j'ai fait une petite comptabilité, je voulais dire, je compte un peu. Lorsque nous avons commencé la conférence nationale, c'était en 91 ou 92, je ne me rappelle pas exactement, ça fait 20 ans. L'espoir que la conférence nationale a donné aux Congolais de l'époque, souvenez-vous, l'espoir que cela a donné. Les gens voyaient à la conférence nationale les débuts de l'émergence du Congo. Mais la conférence nationale a pris fin il y a 20 ans. La situation qu'on avait à cette époque et aujourd'hui, quelle différence? Je pense même que dans certains domaines, dans certains secteurs, on a régressé encore. Aujourd'hui, nous avions parlé des 5 chantiers. Nous avons parlé de beaucoup d'autres choses. J'ai même parlé de l'objectif 80, il y a longtemps qu'on a parlé de l'objectif 80. 1980, aujourd'hui, ça fait combien? Ça fait 41 ans. Cet objectif 80, où est-ce que nous en sommes? Aujourd'hui, on nous parle de l'union sacrée pour la nation. Cette union sacrée, nous voulons bien. Mais le Congolais doit d'abord, je me répète, avoir confiance en lui-même, savoir qu'il est un humain comme tous les autres, et deuxièmement, changer des logiciels. C'est comme, je compare un peu notre situation. Vous voyez, hein, nous sommes dans un monde qui évolue. L'évolution est très forte et très grande. Hein. L'évolution est là, à tel point que quelque chose... Imagine un peu, voilà l'exemple qui me vient. Nous utilisons tous les smartphones, les téléphones. Lorsque nous avons un logiciel, lorsque nous avons une application qui n'est plus à jour, on nous demande de les mettre à jour. Parce que ça ne peut plus fonctionner. Le Congolais doit être mis à jour. Oh, en 2021, nous réfléchissons
vous ne croirez peut-être pas, nous réfléchissons des fois comme à l'âge de la pierre. Nous agissons comme en 1950, en 1920. Alors que tous les paramètres autour de nous ont changé. Tout a changé. Si nous voyons la production que les Belges faisaient du Congo, les quantités que les Congolais vendaient, les agriculteurs congolais, les paysans, oui, devraient vendre parce qu'ils avaient peur des châtiments avec Léopold II, nous connaissons la sombre histoire du Congo. Mais aujourd'hui, les paysans vont travailler parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'ils doivent faire pour avoir de l'argent. Ils doivent travailler parce que s'ils ne travaillent pas, il n'y a rien. Les Congolais qui sont à l'étranger le savent. Hein. Si vous ne travaillez pas, vous n'avez rien. Au niveau des pays, c'est la même chose. Si vous ne produisez pas, nous allons continuer les plaintes. Et nous voulons aujourd'hui, nous voulons, lorsque nous nous projetons dans 5 ans, nous voulons, non, dans 5 ans, qu'on parle d'autre chose. Qu'on se dise, non, le Congo est en train d'avancer. Que les autres commencent à nous envier. À nous envier et que les investisseurs cherchent à se bousculer parce qu'ils vont voir qu'au Congo, il y a un peuple travailleur, un peuple organisé qui a pris son destin en main. Voilà, chers internautes. C'était notre leçon, notre message d'aujourd'hui. Non seulement nous devons savoir, cela est primordial, je me répète ça, je le répéterai toujours. Il n'y a pas un peuple inférieur à un autre condamné à souffrir, il n'y en a pas. Si nous regardons, il y a certains pays au monde qui n'ont même pas de terre, qui ont du sable et des pierres, qui arrivent à importer de la terre et qui cultivent et qui se font beaucoup d'argent. C'est l'intelligence, c'est la volonté et le travail. Et c'est ce qui nous manque. Nous voulons que les choses changent par un coup de baguette magique. Voilà, comme ça, pof, c'est fini. Ah, c'est fini, on se réveille un matin et on a de la nourriture pour tout le monde. Et on a des infrastructures. Non, ça ne se passe jamais comme ça. Il faut travailler dur. Il faut commencer. C'est comme ça que si l'État, qui doit prendre les choses en main, notre gouvernement doit les savoir. Parce que des fois, quand on entend les montants qui sont détournés par-ci par-là, on se demande même l'aide au développement que nous recevons à travers tous les organismes-là qui viennent ici, sans compter les ONG internationales, par rapport à ce qui est détourné, à l'argent qui échappe au trésor, à l'argent qui échappe au trésor, qui est produit ici à la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui est plus? Nous produisons plus ou bien l'argent que nous recevons. Et nous sommes prêts à courir derrière ça tout le temps, chaque année. C'est-à-dire, nous avons des problèmes, nous allons chez... C'est comme un enfant qui va chaque fois chez son père, papa donne-moi de l'argent. Et les papas lui donnent l'argent. L'enfant avait 2 ans, on pouvait comprendre. Il a 10 ans, on peut comprendre. Il a 60 ans. Là, ça devient un problème. Quand est-ce qu'il apprendra à travailler? Quand est-ce qu'il saura que la personne à qui il demande de l'argent, pour avoir cet argent, il travaille? Ben, ces pays-là, je ne cite aucun pays, mais ces pays-là, ils travaillent. Hein. Il n'y a qu'à voir ce qu'ils font comme... les marchés mondiaux, il y a de l'argent, il y a de la place pour tout le monde. Si vous produisez aujourd'hui, il y a certains produits, oui, qu'on peut avoir du mal dans un premier temps pour nous incruster. Mais nous avons la possibilité de faire beaucoup d'argent. Et l'État doit prendre les choses en main. Nous avons parlé de l'homme congolais qui doit être formaté dans le sens qu'il doit changer son logiciel, savoir qu'il est lui-même maître de son destin. Nous pensons terminer là pour aujourd'hui. Pour ceux qui veulent nous contacter, puissent épouser les idées que nous sommes en train d'émettre là. Parce que c'est la seule voie de sortie. La seule voie. On a parlé jusque-là de 2 choses. Je me répète encore. Confiance en nous-mêmes. Depuis 1960, nous avons formé beaucoup d'intellectuels qui sont capables, qui peuvent travailler. L'État congolais n'est constitué que des êtres humains. Les politiciens sont des gens qui viennent de la société humaine, qui viennent de la société congolaise. Et puis en plus, nous devons savoir, deuxième erreur que nous avons commise jusque-là, nous ne croyons pas au travail.
Alors que si nous ne travaillons pas, nous ne produisons pas, nous sommes condamnés. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, c'est comme si les logiciels que nous avons, hein, c'est pour être sous-développés. Nous sommes là condamnés à sous-développer, mais nous devons changer les choses. Nous avons cette capacité-là et cette volonté. C'est pour ça que nous ne voulons pas que les discours actuels des politiciens demeurent encore lettres mortes. Comme j'ai dit l'autre là, des flops. Il faut qu'on se rende compte que lorsque les dirigeants politiques avaient parlé de l'union sacrée pour la nation, les gens se sont mis vraiment au service de la nation. Et évidemment, comme j'ai dit dans mon speech de tout à l'heure, il faut une organisation sérieuse, voir comment on peut commencer à produire. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Il faut cette volonté politique-là commencer. Et vous allez voir que partout à l'intérieur, il y aura de l'argent. Puisque si nous avons des agriculteurs par-ci, par-là qui produisent les VA, les cacao, les cafés, les soja, tout ce qu'on peut vendre, et tout ce qu'on peut vendre, ils vont engager les gens, on va travailler, l'argent va circuler et les gens vont sortir de la pauvreté petit à petit. Et petit à petit, on ira vers l'industrie. Ce n'est pas un travail qui va se faire en une année, non. C'est un projet, un travail qui doit se faire pour toujours. Et nous aurons les résultats dans une dizaine ou une vingtaine d'années. Nous aurons un pays prospère. Ça ne dépend que de nous. Que de nous. Et nos enfants vont se dire alors que nos parents ont quand même été sérieux. Ils nous ont légué un pays digne de ce nom. Chers internautes, je vous remercie. Je vous remercie. Je pense que vous allez vous abonner à la chaîne Prince Ngango Télévision parce que nous avons encore 8 émissions à passer. 8. Sur des erreurs que nous commettons. Sur des erreurs. Le Congo, c'est un pays qui est destiné à être grand et fort. Grand et fort. Il n'y a aucune raison qu'on soit un pays pauvre. Le Congo, comme je disais à un ami l'autre fois là, nous sommes inutilement dans la pauvreté. Inutilement. Ceux d'entre nous qui ont eu l'occasion de sillonner ces pays ont vu les possibilités immenses. Les possibilités immenses que nous avons dans la province. Je parle des anciennes provinces. Hein, la grande province orientale, la province de l'Équateur, les Bas-Congo, les Bandundu, les Kasaï. Parce qu'à l'Est, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. Mais par là aussi, nous avons des possibilités immenses. Nos têtes doivent s'adapter. Nos têtes doivent être formatées. Nous devons savoir que c'est nous-mêmes qui devons réussir, qui devons travailler pour notre pays. Merci beaucoup, chers internautes. À la prochaine.